Mon père a hurlé, ils m'ont viré parce que j'ai abandonné l'école de droit. Ils ne savaient pas que je valais 30 millions d'euros. Le lendemain, j'ai emménagé dans ma villa à Malibu. 3 semaines plus tard, je suis Stéphanie Blackwood, 29 ans. Et il y a 3 ans, mon père m'a crié de sortir de sa maison et de ne jamais revenir. Avec une seule valise et 200 € en poche, je n'avais nulle part où aller. Aujourd'hui, je sirote un café sur le balcon de ma villa de 30 millions d'euros à Malibu, en regardant le soleil se lever sur l'océan Pacifique. Le chemin qui m'a mené de ce seuil à ce balcon n'a pas été facile, mais il a tout changé. Avant de vous raconter comment je suis passé de sans-abri à propriétaire d'un paradis en bord de mer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Et appuyez sur le bouton j'aime et sur s'abonner pour m'accompagner dans ce voyage où l'on transforme la douleur en force. J'ai grandi dans un quartier moyen de Denver, dans le Colorado. Notre maison n'avait rien de spécial, 4 chambres, un revêtement bleu délavé et un jardin juste assez grand pour une balançoire. Mais pour mon père, Frank Blackwood, cette maison représentait l'échec. Il avait toujours rêvé plus grand, parlé plus grand, et il blâmait tout le monde quand la réalité ne correspondait pas à ses attentes. Papa travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise de fabrication. Il n'était pas mauvais dans son travail, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Cette médiocrité le rongeait chaque jour, le transformant en une cocotte minute de ressentiment qui finissait par exploser sur quiconque se trouvait à proximité, généralement moi. Il rentrait à la maison, desserrait sa cravate et trouvait immédiatement quelque chose à critiquer. La maison n'était pas assez propre. Le dîner n'était pas prêt à l'heure. Mes notes n'étaient pas assez parfaites. Stéphanie, disait-il en examinant mon bulletin avec 98% à un contrôle de calcul. Qu'est-il arrivé aux 2 autres points? Peu importait que j'ai eu la meilleure note de la classe. Dans la maison de Frank Blackwood, l'excellence était le minimum exigé. Ma mère, Grace, était belle d'une manière discrète et douce. Elle avait des yeux marrons chaleureux qui se plissaient au coin quand elle souriait, ce qui devenait de plus en plus rare au fil des années. Maman avait été professeure d'art plastique avant d'épouser papa, mais il l'avait convaincue d'arrêter quand mon frère Jason était né. Une épouse Blackwood ne travaille pas, avait-il déclaré, comme s'il lui accordait un grand honneur. Au fil des ans, j'ai vu son esprit artistique se faner lentement sous son contrôle. Elle nous aimait farouchement, mais en silence. Quand papa explosait, elle attendait qu'il sorte en trombe, puis elle entrait dans nos chambres avec une caresse douce et des mots d'encouragement murmurés. « Ça va passer », disait-elle. Mais nous savions tous les deux que ça ne passait jamais vraiment. Elle était le tampon entre sa colère et nous, absorbant elle-même le pire. Avec le recul, j'ai compris qu'elle était piégée à sa façon, dépendante financièrement et manipulée émotionnellement au point de croire qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui. Puis il y avait mon frère Jason, de 2 ans mon aîné, l'enfant doré. Il jouait au football, avait des notes correctes et, surtout, vénérait notre père. Il suivait le plan de papa sans poser de questions, diplôme en commerce, emploi dans une entreprise, mariage avec sa petite amie de l'université, Heather, avant même qu'ils sachent vraiment qui ils étaient en tant qu'individus. Papa rayonnait de fierté devant tout ce que faisait Jason, tandis qu'il trouvait des défauts à tout ce que je poursuivais. J'ai découvert les ordinateurs à 12 ans. Ma grand-mère Lilian, la mère de maman et la seule personne qui ait jamais tenu tête à mon père, m'a offert un ordinateur portable remis à neuf pour mon anniversaire. Papa était furieux, disant que c'était une distraction par rapport aux vraies études. Mais grand-mère Lilian n'a pas cédé. Cette fille a sa propre tête, Frank, avait-elle lancé lors de l'une de leurs confrontations dans notre salon. Et Dieu merci. Cet ordinateur est devenu mon échappatoire. Pendant que les autres enfants de mon âge traînaient au centre commercial ou regardaient la télévision, j'apprenais à coder toute seule. J'ai commencé par du HTML simple, en créant des sites web basiques sur des choses que j'aimais, l'astronomie, les romans policiers, et même une page de fans pour mon groupe préféré. Puis je suis passé à JavaScript, à Python, et finalement au développement d'applications. La logique du code me parlait d'une manière que les émotions humaines ne faisaient souvent pas. Il y avait une clarté là-dedans, soit ton code fonctionnait, soit il ne fonctionnait pas. Pas de jeu d'esprit, pas d'attente changeante. L'école me venait facilement. Je maintenais une moyenne de 4,0 sans trop d'efforts, ce qui, d'une certaine façon, rendait mes réussites moins valables aux yeux de mon père. Le talent naturel sans travail acharné est un potentiel gaspillé, me sermonnait-il,
complètement aveugle aux heures que je passais penché sur mon ordinateur à apprendre des compétences qui finiraient par me rapporter des millions. Mon 16e anniversaire reste particulièrement douloureux. Je venais de terminer ma première vraie application, un outil simple qui aidait à organiser des notes de cours et générer automatiquement des fiches de révision. C'était révolutionnaire pour l'époque. Je l'avais construite de zéro et plusieurs centaines d'élèves de mon lycée l'utilisaient déjà. J'étais gonflé de fierté quand je l'ai montré à ma famille pendant le dîner. C'est bien, ma chérie, a dit maman, sincèrement impressionnée, même si elle ne comprenait pas totalement l'exploit technique. Jason y a jeté un coup d'œil pendant 2 secondes. Cool, je suppose. Papa a peine levé les yeux de son steak. C'est pour ça que ta note en chimie avancée est tombée à A. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. C'était une livraison spéciale, le trophée régional de football de Jason venait d'arriver. Papa s'est aussitôt levé de table. Mon application a été oubliée tandis qu'il s'extasiait devant le trophée, prenait des photos de Jason le tenant et appelait des proches pour se vanter. Mon gâteau d'anniversaire est resté intact jusqu'à presque minuit. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les larmes séchées sur mon oreiller, je me suis fait une promesse silencieuse, un jour, je construirai quelque chose de si réussi que même Frank Blackwood ne pourrait pas le minimiser. Je prouverai ma valeur, pas seulement à lui, mais à moi-même. J'ai travaillé à des petits boulots pendant tout le lycée, babysitting, cours particuliers de maths et de sciences, et même création de sites web pour des petites entreprises locales. Chaque euro allait dans mon compte d'épargne, que j'appelais secrètement mon fonds d'évasion. Je savais que l'université serait mon ticket de sortie. Et même si papa avait créé des fonds pour les études de Jason et les miennes, je ne voulais pas dépendre de son argent. Dans notre maison, l'argent venait toujours avec des conditions. Grand-mère Lilian est décédée pendant ma dernière année de lycée. Elle m'a laissé 10 000 euros avec un mot qui disait « Construis quelque chose de merveilleux, Stéphanie, et ne laisse jamais personne te couper les ailes ». Mon père m'a suggéré d'investir dans un certificat de dépôt sûr ou de l'utiliser pour des dépenses universitaires pratiques. Au lieu de cela, je l'ai laissé intact sur un compte séparé, une graine pour mes rêves futurs qui prenaient encore forme. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de major de promotion, j'avais presque 20 000 euros d'économisés, l'héritage de grand-mère et tout ce que j'avais gagné moi-même. J'avais un pied dehors, prêt à commencer le chapitre suivant, loin des attentes écrasantes et de l'amour conditionnel de Frank Blackwood. Ce que je ne savais pas alors, c'est à quel point cette porte finirait par se refermer complètement derrière moi. Quand la lettre d'acceptation de UCLA est arrivée, avec une bourse substantielle en informatique, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir respirer. Los Angeles était à plus de 1000 miles de Denver, assez loin pour que je puisse créer ma propre identité loin de l'ombre de mon père. Papa, comme prévu, a été déçu de mon choix. Informatique, a-t-il ricané en agitant la lettre comme une contravention. Les Blackwood sont des leaders en affaires, pas du support technique. Northwestern t'a accepté en commerce. C'est là que tu devrais aller. Je ne veux pas étudier le commerce, ai-je répondu, puisant du courage je ne sais où. Je veux construire des choses. Son visage s'est durci dans ce masque familier de désapprobation. Tu fais une erreur. Mais c'est ton avenir que tu ruines, pas le mien. Ces mots m'ont suivi jusqu'en Californie, compagnons indésirables de mon nouveau départ. Malgré la bourse importante, l'université restait chère. Mes économies ont aidé, mais j'ai dû travailler tout au long de mes études à UCLA pour joindre les deux bouts. J'ai pris un poste au service d'assistance informatique du campus et j'acceptais des projets de conception web en freelance dès que je le pouvais. L'emploi du temps était brutal, court toute la journée, travail jusqu'à tard le soir, puis études et projets de codage jusqu'aux petites heures du matin. Ma colocataire de première année, Tara Mitchell, est rapidement devenue ma meilleure amie. Elle étudiait le marketing digital et avait une personnalité vibrante qui complétait ma nature plus analytique. Tara avait grandi à San Francisco avec des parents qui possédaient une chaîne de restaurants prospères. Contrairement à moi, elle bénéficiait d'un soutien familial indéfectible, tant émotionnel que financier. « Ton père a dit quoi ?» a-t-elle haleté un soir après que je lui ai raconté un appel particulièrement décourageant. « Ce n'est pas de l'amour dur, Steph. C'est juste être un con. » Entendre quelqu'un d'autre dénoncer le comportement de mon père m'a fait un bien étrange. À Denver, tout le monde pensait que Frank Blackwood était un pilier de la communauté, réussi, charitable, impliqué en politique locale. Personne ne voyait ce qui se passait derrière les portes closes. En deuxième année,
Tara et moi étions inséparables. Nous avons quitté le campus pour un minuscule appartement avec des meubles dépareillés et une plomberie douteuse, mais il était à nous. Un soir, autour d'un vin bon marché et de plats chinois à emporter, nous avons eu l'idée de notre première entreprise, une application qui aiderait les étudiants à trouver des bonnes affaires de dernière minute dans les restaurants locaux. Réfléchis, a dit Tara en gesticulant avec ses baguettes. Les restaurants ont des soirées calmes et de la nourriture en trop. Les étudiants sont toujours fauchés et affamés. On les met en relation. Food s'avère. J'ai suggéré le concept qui prenait déjà forme dans mon esprit, nous pourrions utiliser la géolocalisation pour afficher les offres à proximité, et les restaurants pourraient poster en temps réel quand ils avaient besoin d'écouler leur stock. Pendant les 6 mois suivants, nous avons consacré chaque minute libre au développement de Food s'avère. Je m'occupais de la partie technique, codant entre les cours et pendant les moments calmes au travail. Tara nouait des relations avec les propriétaires de restaurants locaux, les convainquant d'essayer notre plateforme une fois lancée. Nous étions alimentés par des nouilles ramen, de la caféine et la croyance enivrante que nous construisions quelque chose qui comptait. Pendant les vacances de Thanksgiving de ma 3e année, j'ai pris l'avion pour Denver avec un prototype fonctionnel de Food s'avère pour le montrer à ma famille. J'avais répété mon pitch pendant tout le vol, imaginant naïvement que mon père verrait enfin mon potentiel. Le dîner a commencé plutôt agréablement. Maman avait préparé tous les plats traditionnels, et même Jason semblait de bonne humeur, racontant des histoires sur son nouveau poste dans une société d'investissement. Quand la conversation a ralenti, j'ai sorti mon téléphone. J'ai travaillé sur quelque chose que j'aimerais vous montrer, ai-je dit en ouvrant la version bêta de Food s'avère. C'est une application qui met en relation les restaurants ayant des stocks excédentaires avec des consommateurs soucieux de leur budget. Maman s'est penchée avec intérêt. Ça a l'air malin, ma chérie. Je leur ai expliqué l'interface utilisateur, en détaillant comment les entreprises et les clients en bénéficieraient. Jason a posé quelques questions superficielles sur le modèle économique, puis mon père s'est raclé la gorge. Donc c'est une application de coupons glorifiés, a-t-il dit platement. C'est plus que ça, ai-je commencé à expliquer. Il s'agit de réduire le gaspillage alimentaire. Stéphanie, m'a-t-il interrompu. Tu sais combien d'applications sont lancées chaque jour? Des milliers. Et la plupart échouent en quelques mois. C'est exactement pour ça que je voulais que tu fasses une école de commerce. Tu n'as aucune compréhension des réalités du marché. J'ai senti mon visage s'empourprer de honte. Nous avons déjà inscrit 20 restaurants près du campus pour le pilote. De petits restaurants en difficulté, désespérés pour n'importe quel chiffre d'affaires, a-t-il contré. Franck, est intervenu doucement maman. Je pense que ça a l'air prometteur. Il l'a ignoré. Quand ce petit projet échouera inévitablement, peut-être que tu te prendras enfin au sérieux pour ton avenir. Je n'ai pas touché à ma tarte à la citrouille ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai changé mon vol et je suis rentré en Californie plus tôt, me jurant de ne plus jamais partager mes efforts entrepreneuriaux avec ma famille tant que je n'aurais pas un succès incontestable à leur présenter. De retour à UCLA, je me suis jeté dans mes études avec une détermination renouvelée. Un professeur de mon cours d'algorithmes avancés, le Dr Eden, a remarqué mon travail et m'a invité à rejoindre un petit groupe de recherche qu'il dirigeait. Le Dr Eden était tout ce que mon père n'était pas, encourageant, constructif dans ses critiques et sincèrement intéressé par la réussite de ses étudiants. Tu as un don, Stéphanie, m'a-t-il dit après que j'ai présenté une solution particulièrement innovante à un défi de programmation complexe. Mais plus important encore, tu as de la persévérance. Cette combinaison te mènera loin. Sous sa mentorat, j'ai excellé sur le plan académique. Il m'a aussi mis en relation pour un stage non rémunéré chez Tech Forward, une start-up en pleine croissance qui développait des solutions de sécurité pour les clients d'entreprise. Le stage n'était pas payé, ce qui signifiait travailler encore plus d'heures à mes emplois rémunérés, mais l'expérience et les contacts se sont révélés inestimables. Entre-temps, Food s'avère a été officiellement lancé, mais a eu du mal à décoller. Malgré les efforts de marketing de Tara, nous n'avons pas réussi à atteindre la masse critique d'utilisateurs nécessaire pour rendre la plateforme viable. Après 4 mois, nous avons pris la décision difficile de l'arrêter. Je suis désolé, ai-je dit à Tara le soir où nous avons officiellement fermé. J'ai l'impression de nous avoir laissé tomber. Elle a rempli nos verres de vin et a levé le sien pour porter un toast à l'échec qui fait avancer. Nous avons appris plus avec ça que dans n'importe quel cours. La prochaine fois, nous serons plus malins.
Sa résilience était contagieuse. Au lieu de me sentir vaincu, j'ai commencé à cataloguer mentalement les leçons. Nous avions construit des fonctionnalités dont les utilisateurs n'avaient pas besoin, notre processus d'accueil était trop compliqué, nous n'avions pas tenu compte des limites techniques du personnel des restaurants. Chaque erreur était une donnée pour le succès futur. La dernière année est arrivée rapidement. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus grands honneurs en informatique, avec une mineure en administration des affaires, une petite concession à l'insistance de mon père sur une éducation pratique. Le Dr Eden m'a aidé à décrocher plusieurs entretiens prometteurs, et j'avais des offres de 3 entreprises technologiques avant le jour de la remise des diplômes. Maman a pris l'avion pour la cérémonie. Papa et Jason n'ont pas pu venir, ou plutôt ont choisi de ne pas venir. Papa avait prétexté une importante conférence d'affaires, même si les réseaux sociaux ont révélé plus tard qu'il avait joué au golf ce week-end-là. Son absence m'a piqué, mais ne m'a plus surprise. Il est fier de toi, a insisté maman pendant que nous partagions un dîner de célébration ensuite. Il ne sait simplement pas comment le montrer. J'ai hoché la tête, ne voulant pas argumenter, mais j'avais arrêté de croire à ce conte de fées depuis longtemps. La récession a frappé peu après la remise des diplômes. 2 de mes offres d'emploi ont été annulées alors que les entreprises mettaient en place des gels d'embauche. La 3e proposait un salaire nettement réduit qui ne couvrait pas les frais de vie à Los Angeles. Avec mes économies qui fondaient et les prêts étudiants qui arrivaient à échéance, j'ai pris la décision difficile de retourner temporairement à Denver le temps de me réorganiser. Ce n'est que pour quelques mois, ai-je assuré à Tara pendant que nous nous serrions dans les bras. Juste jusqu'à ce que l'économie se stabilise. Promets-moi que tu ne laisseras pas ton père écraser ton esprit, a-t-elle répondu, sachant exactement dans quoi je retournais. Promis. Cette fois, j'y vais à mes conditions. Je ne pouvais pas savoir alors à quel point ces conditions allaient changer, ni que ma prochaine sortie de la maison de mon père serait définitive. Revenir dans ma chambre d'enfant à 22 ans ressemblait à un échec, malgré les réalités économiques qui rendaient cela nécessaire. J'ai pris un emploi dans une entreprise technologique locale, plusieurs échelons en dessous des postes qui m'avaient été proposés avant la récession, mais ils payaient les factures et gardaient mes compétences à jour. Chaque soir après le travail, je continuais à développer mes propres projets, déterminé à ce que ce revers soit temporaire. Papa a imposé des règles de maison. Quelques jours après mon retour, couvre-feu, corvées assignées, dîners familiaux obligatoires. C'était comme s'il essayait de remettre notre relation à l'époque où j'avais 16 ans, en effaçant mon diplôme et mon statut d'adulte. J'ai serré les dents et j'ai obéi, me rappelant que chaque euro économisé signifiait la liberté plus proche. La tension s'est accumulée lentement au fil des mois. Papa faisait des pics subtils sur mes choix de carrière. Pendant le dîner, je répondais avec des faits calmes sur le potentiel de croissance de l'industrie technologique. Maman changeait anxieusement de sujet. Jason, qui venait régulièrement avec sa femme Heather, souriait en silence devant ce schéma familier. La technologie est une bulle, a déclaré papa un dimanche soir. Toutes ces entreprises d'applications avec des valorisations à des milliards d'euros et pas un centime de profit. Ce n'est pas durable. En fait, ai-je contré, incapable de me retenir, la tech a montré la reprise la plus forte après la récession. L'entreprise pour laquelle je travaille vient d'annoncer des profits trimestriels records. Il a balayé l'argument d'un geste. Tu réponds à des appels de support. Ce n'est guère la pointe de la technologie. Pour l'instant, ai-je dit. Je développe aussi ma propre application de sécurité. J'ai des rendez-vous avec 2 investisseurs potentiels le mois prochain. Ses sourcils se sont légèrement levés, le plus proche qu'il soit jamais venu d'un signe d'intérêt pour mon travail. Quel genre d'application de sécurité? Pendant un instant, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que cette fois serait différente. Je lui ai expliqué mon concept, un système de chiffrement convivial pour les petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre des solutions de sécurité d'entreprise, mais qui géraient des données clients sensibles. Ça a l'air compliqué, a-t-il dit enfin. La plupart des propriétaires de petites entreprises arrivent à peine à utiliser l'email. Ils ne comprendront pas la valeur. C'est exactement le problème que je résous, ai-je insisté. Rendre une sécurité avancée accessible aux utilisateurs non techniques. Il a secoué la tête. Tu dois te concentrer sur l'ascension des échelons dans ton emploi actuel. Prouve-toi là-bas avant de courir après des fantasmes. J'ai serré la mâchoire et je suis restée silencieuse. La déception familière s'est installée dans mon ventre comme une pierre.
Le déclencheur, quand il est enfin arrivé, était quelque chose de trivial. Un mardi soir de juin, je suis rentré plus tard que d'habitude. Un bug dans mon application m'avait retenu au bureau jusqu'à 21 h, et j'avais envoyé un texto à maman pour dire que j'avais manqué le dîner. Quand j'ai franchi la porte, papa m'attendait dans son fauteuil comme un juge prêt à rendre sentence. « Ta mère a gardé le dîner au chaud pendant 1 heure, a-t-il dit sans me saluer. Je lui ai envoyé un texto pour dire que je serais en retard. Il y avait un problème au travail que je devais régler. À ton vrai travail ou à ton entreprise imaginaire? Son ton était tranchant comme une lame. J'ai pris une grande inspiration. Papa, je travaille sur quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer pour moi. Ce que tu fais, a-t-il dit en se levant, c'est vivre dans un monde de fantaisie. Tu gaspilles ton éducation et ton potentiel sur des rêves en l'air. J'avais déjà tout entendu, mais ce soir-là, quelque chose en moi a refusé d'absorber un mot de plus de ces critiques. Mes rêves en l'air attirent déjà l'intérêt d'investisseurs réels. Des gens qui comprennent la technologie voient la valeur de mon travail, même si tu ne le peux pas. Son visage s'est assombri. Je sais, et je l'ai fait. Mais ça ne te donne pas le droit de rejeter tout ce qui me passionne. Passionné, a-t-il ricané. La passion ne paie pas les factures. Les choix de carrière pratiques, oui. Ton frère l'a compris. Il est déjà considéré pour un poste de direction pendant que tu joues encore avec des ordinateurs. Je ne joue avec rien. Je construis une entreprise. Et me comparer à Jason ne marche plus. Nous sommes des personnes différentes avec des compétences différentes. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, l'anxiété inscrite sur son visage. Le dîner est dans le four. Si tu as faim, Stéphanie. Le problème, a continué papa comme si elle n'avait pas parlé, c'est que tu as toujours pensé que tu étais trop intelligente pour écouter les conseils. Ta grand-mère t'a rempli la tête de sottises sur le fait de suivre tes rêves. Et regarde où ça t'a mené, de retour dans ta chambre d'enfant à 22 ans. La mention de grand-mère Lilian a allumé quelque chose de féroce en moi. Ne la mêle pas à ça. Au moins elle croyait en moi. Et qui a payé tes études? Qui a mis un toit au-dessus de ta tête? Qui t'a soutenu toute ta vie? Soutenu, ai-je ri avec incrédulité. Tu as critiqué chaque choix que j'ai fait. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour toi. Sa voix a monté. Tu as choisi le mauvais diplôme, la mauvaise voie professionnelle, et maintenant tu perds ton temps sur une idée d'entreprise qui ne réussira jamais. Jason et Heather étaient arrivés pour une visite impromptue pendant notre dispute et se tenaient maladroitement dans le couloir. Peut-être qu'on devrait revenir un autre jour, a suggéré Jason. Non, restez, a dit papa. Peut-être que ta sœur pourrait apprendre quelque chose de ton exemple. C'était l'allumette finale jetée sur l'essence. Je n'ai pas besoin d'apprendre de l'exemple de Jason. Je ne suis pas Jason. Je ne suis pas toi. Et j'en ai fini d'essayer de répondre à tes normes impossibles. Le visage de papa s'est tordu de colère. Si tu es si confiante dans tes capacités, il est peut-être temps que tu te tiennes complètement sur tes 2 pieds. Plus de filets de sécurité. Franck, est intervenue maman. Il l'a ignoré. Je t'ai porté assez longtemps. Tu penses que tu sais mieux que tout le monde. Prouve-le. Je le ferai, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré l'adrénaline qui courait en moi. Mais pas sous ton toit. Ces mots sont venus lentement, délibérément. Sors et reste dehors. Tu n'es plus ma fille. La pièce est tombée dans le silence. La main de maman a volé à sa bouche, les yeux écarquillés de choc. Jason a regardé ses pieds. Heather, à son crédit, avait l'air horrifié. Franck, tu ne penses pas ce que tu dis, a murmuré maman. Si, a-t-il répondu sans jamais détourner les yeux de moi. Elle veut l'indépendance. Elle l'a. Ce soir-là, je suis resté parfaitement immobile, absorbant pleinement l'impact de ses mots. La douleur était suffocante, une douleur physique qui irradiait de ma poitrine. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose d'inattendu, du soulagement. La comédie était terminée. L'amour conditionnel avait enfin montré son vrai visage. Très bien, ai-je dit doucement. Je vais faire mes valises. Stéphanie, non, a supplié maman, les larmes coulant sur son visage. Franck, arrête ça tout de suite. Mais il était trop tard.
Quelque chose s'était brisé entre nous qui ne pouvait pas être réparé par des excuses ou du temps. Je suis monté dans ma chambre, j'ai sorti ma plus grande valise et j'ai commencé à emballer méthodiquement l'essentiel, vêtements, produits de toilette, mon ordinateur portable et mon matériel, documents importants. Le reste souvenirs d'enfance, livres, vieilles photos devraient rester derrière. Maman est apparue dans l'embrasure de ma porte, paniquée. Ne pars pas. Il va se calmer. Il le fait toujours. J'ai fermé la valise d'un coup sec. Ce n'est pas à propos de sa colère, maman. C'est à propos du fait que j'accepte enfin que rien de ce que je fais ne sera jamais assez pour lui. Et je ne peux plus vivre comme ça. Où vas-tu aller ? A-t-elle demandé d'une petite voix. Je me débrouillerai. Je l'ai serré fort dans mes bras, mémorisant l'odeur de son parfum. Je vais bien. Je te le promets. Jason se tenait maladroitement dans le couloir pendant que je traînais ma valise en bas. C'est de la folie, a-t-il dit. Excuse-toi simplement et attends demain. J'ai secoué la tête. Papa était assis dans son fauteuil, faisant semblant de lire le journal. Il n'a pas levé les yeux quand je suis passé. Son silence était la confirmation finale que son ultimatum n'était pas une colère passagère, mais une rupture délibérée. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Maman, je t'appellerai bientôt. Papa, j'ai marqué une pause, cherchant des mots d'adieu qui ne me entraient pas plus tard. N'en trouvant aucun, j'ai simplement dit « au revoir ». La porte s'est refermée derrière moi avec un clic définitif. Je suis resté sur le porche de la maison de mon enfance, une valise contenant toutes mes possessions terrestres, 230 € sur mon compte courant, et aucune idée de l'endroit où je dormirais cette nuit-là. J'ai réussi à atteindre ma voiture avant que les larmes ne viennent. En tâtonnant avec les clés, j'ai enfin démarré le moteur, pour entendre un bruit de grincement sinistre. Le témoin check engine que j'ignorais depuis des semaines brillait d'un éclat menaçant sur le tableau de bord. J'ai réussi à rouler 6 pâtés de maison avant que la voiture ne cale complètement. Assise dans ma voiture morte sur une rue qui s'assombrissait, j'ai ri à travers mes larmes devant la tempête parfaite de catastrophe que ma vie était devenue. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais qui répondrait. Tara, c'est Stéphanie. J'ai besoin d'aide. Les premiers jours après avoir été mise à la porte restent flous dans ma mémoire. Tara m'a immédiatement envoyé de l'argent pour un billet d'avion vers Los Angeles, mais avec ma voiture en panne, j'ai dû passer la première nuit dans un motel bon marché près de l'aéroport de Denver. Je me souviens d'être assise sur le bord du matelas affaissé sous la lumière crue des néons, faisant l'inventaire de ma nouvelle réalité. J'avais mon ordinateur portable, environ une semaine de vêtements, mes documents professionnels, et après l'achat du billet d'avion, un peu plus de 100 € en poche. Ma voiture était toujours abandonnée à 6 pâtés de maison de chez mes parents. Valait-elle la peine d'être réparée ? Mon bail d'appartement à Los Angeles avait expiré depuis longtemps. J'avais des prêts étudiants à rembourser et aucune adresse permanente. L'ampleur de tout recommencer à 0 à 22 ans était écrasante. Je me suis accordé exactement 1 heure de panique et de larmes cette nuit-là. Puis je me suis lavé le visage, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire des plans. Au moment où j'ai atterri à Los Angeles le lendemain, j'avais envoyé 15 candidatures d'emploi, écrit au Dr Eden pour des opportunités potentielles et recherché les options de logement temporaire les moins chères de la ville. Tara m'attendait à l'aéroport, m'enveloppant dans une étreinte avant même que je pose ma valise. Tu restes avec moi jusqu'à ce que tu te retournes, a-t-elle insisté pendant que nous roulions vers son appartement. Pas de discussion. Le studio de Tara était à peine assez grand pour une personne, encore moins pour 2, mais nous avons fait avec. Je dormais sur un matelas gonflable qui se dégonflait lentement pendant la nuit, nécessitant un regonflage chaque soir. Je gardais mes affaires soigneusement rangées dans ma valise, essayant de minimiser mon empreinte dans son espace. Malgré sa générosité, j'étais déterminé à ne pas devenir un fardeau. Je ne resterai pas longtemps, ai-je promis le 3e soir. Juste jusqu'à mon premier salaire. Tais-toi et mange tes ramen, a-t-elle répondu affectueusement. Surtout quand ton père est un connard de classe mondiale. La fierté me poussait à appeler chez moi pour leur montrer que j'allais bien sans leur aide. La réalité m'en empêchait. Je n'allais pas bien. J'étais à une opportunité manquée de la vraie rue. Et cette connaissance me tenait éveillé longtemps après que Tara se soit endormie chaque nuit. Une semaine après mon arrivée à j'ai reçu un email du Dr Eden qui a tout changé.
Son ancien collègue avait besoin d'une développeuse junior dans une entreprise de cybersécurité, et il m'avait recommandé. Le salaire était modeste, mais suffisant pour vivre, et surtout, c'était exactement dans le domaine où je voulais construire ma carrière. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse commencer immédiatement, m'a expliqué le docteur Eden quand je l'ai appelé. L'entretien est une formalité. Le poste est à toi si tu le veux. J'ai commencé le lundi suivant. L'entreprise, Secure Solutions, était petite mais en croissance, avec une liste de clients qui incluait plusieurs entreprises du Fortune 500. Mon rôle consistait à déboguer des protocoles de sécurité existants et à aider au développement de nouvelles fonctionnalités. Le travail était stimulant et exactement le type d'expérience dont j'avais besoin. Avec mon premier salaire, j'ai trouvé l'option de logement la moins chère possible, une chambre dans un appartement partagé avec 3 autres jeunes professionnels dans un quartier moins prisé de la ville. Mélissa était parajuriste, Brand était entraîneur personnel et Donna gérait un restaurant. Aucun de nous ne vivait son scénario de rêve, mais nous faisions avec, nous établissions des plannings de nettoyage et des heures de calme, nous partagions les articles communs comme le papier toilette et le savon vaisselle pour économiser de l'argent. Ma chambre était à peine plus grande qu'un placard, avec seulement un matelas, une place par terre et un petit bureau que j'avais trouvé dans la rue et retapé. Mais elle était à moi, payée avec mon propre argent, sans condition ni critique. La première nuit dans cette petite pièce, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai établi un budget impitoyable. Chaque dépense inutile était éliminée. Je préparais des repas simples le dimanche, j'apportais mon déjeuner au travail tous les jours et je refusais les happy hours et les dîners à l'extérieur. La moitié de chaque salaire allait aux frais de vie, un quart au remboursement de prêts étudiants, et le dernier quart dans l'épargne, mon nouveau fonds de démarrage. Les soirées et les week-ends appartenaient à mon propre projet. L'application de sécurité que j'avais commencée avant d'être mise à la porte prenait forme et montrait un vrai potentiel. Je l'ai appelée ShieldKey, une interface simple qui cachait une technologie de chiffrement sophistiquée permettant aux petites entreprises de protéger les données clients sans avoir besoin d'un service informatique. 6 mois après cette nouvelle vie, j'ai participé à un meet-up tech centré sur les innovations en cybersécurité. L'événement se tenait dans un espace de coworking en centre-ville qui offrait des pizzas gratuites et des opportunités de networking. J'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé après une semaine particulièrement difficile au travail, mais Tara a insisté. Tu as besoin de parler à de vrais humains de temps en temps, a-t-elle dit en me poussant pratiquement dehors, et en plus, dîner gratuit. La pizza était médiocre, mais les connexions étaient inestimables, en particulier Adrien Wright, un designer d'expérience utilisateur qui a posé des questions pertinentes pendant ma discussion informelle sur ShieldKey avec un petit groupe de participants. La technologie semble solide, a-t-il dit alors que nous continuions la conversation autour d'un soda tiède ensuite. Mais ton interface a besoin d'être améliorée si tu veux que des utilisateurs non techniques l'adoptent. Au lieu de me sentir critiqué, j'ai été intrigué. Que suggérerais-tu ? Adrien a sorti sa tablette et a rapidement esquissé une version simplifiée de mon interface actuelle. Quelque chose comme ça. Moins d'options visibles au départ. Divulgation progressive des fonctionnalités au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. En regardant son design, j'ai immédiatement vu à quel point c'était plus clair que mon approche centrée sur le développeur. C'est vraiment brillant. Il a souri. Les gens de la sécurité se concentrent d'abord sur la fonctionnalité, ce qui est logique, mais les utilisateurs se concentrent sur l'utilisabilité. Combine les deux et tu as quelque chose de spécial. Nous avons échangé nos coordonnées et, au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour discuter de ShieldKey. L'expertise d'Adrien en expérience utilisateur complétait parfaitement mes connaissances techniques. Il comprenait comment rendre une technologie complexe accessible, exactement ce dont mon marché cible de propriétaires de petites entreprises avait besoin. Nous devrions nous associer sur ce projet, ai-je suggéré un soir alors que nous travaillions dans un café près de mon appartement. Tes compétences en UX plus mon expertise en sécurité. Part à 50-50. Adrien y a réfléchi pendant 5 secondes. Je suis partant. Mais nous avons besoin de financement pour le faire correctement. La recherche d'investisseurs est devenue notre mission commune. Nous avons affiné notre business plan, créé un pitch deck convaincant et répété notre présentation jusqu'à pouvoir la réciter dans notre sommeil. Puis nous avons commencé à contacter tous ceux qui pourraient être intéressés, investisseurs providentiels, petits fonds de capital risque, incubateurs d'entreprises.
Les refus se sont accumulés rapidement, trop tôt, marché trop niche, revenez quand vous aurez des utilisateurs. Chaque non était décourageant, mais nous continuons à affiner notre approche, en apprenant des questions et des préoccupations soulevées à chaque réunion. Notre percée est arrivée 9 mois après que mon père m'avait mise à la porte. Une petite investisseuse providentielle nommée Patricia Lawson, spécialisée dans les startups de cybersécurité, a accepté de nous rencontrer. Patricia avait construit et vendu 2 entreprises de sécurité réussies et comprenait à la fois les défis techniques et l'opportunité de marché de ce que nous proposions. La plupart des produits de sécurité sont conçus pour les grandes entreprises avec des équipes informatiques dédiées, a-t-elle dit pendant notre réunion. Les petites entreprises restent vulnérables parce que les solutions existantes sont trop complexes et trop chères. Vous comblez un vrai vide. Après 3 réunions de suivi et une due diligence approfondie, Patricia nous a offert 150 000 € de financement de démarrage en échange d'une participation de 15%. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour transformer Shilky d'un projet secondaire en une vraie entreprise. Le soir après avoir signé l'accord d'investissement, je me suis assise par terre dans ma minuscule chambre, le dos contre le mur, submergée par le chemin parcouru en moins d'1 an. De sans-abri à fondatrice financée, de fille rejetée à entrepreneuse émergente. J'ai appelé ma mère pour la première fois depuis mon départ de Denver. Stéphanie, sa voix était prudente, comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était moi. Tu vas bien? Où es-tu? Je vais bien, maman, et je vais plus que bien. Je lui ai parlé de Shilky, de l'investissement. Elle a écouté en silence, faisant parfois de petits sons de surprise ou d'approbation. C'est merveilleux, ma chérie, a-t-elle dit quand j'ai terminé. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de spécial. Papa est là, ai-je demandé, détestant à quel point ma voix semblait petite. Son hésitation m'a tout dit. Il est encore en train de digérer les choses. Laisse-lui du temps. J'ai ravalé ma déception. Dis-lui pour l'investissement si tu veux, ou pas. Ça n'a plus d'importance maintenant. Mais ça en avait. Malgré tout, une partie enfantine en moi voulait encore son approbation. Voulait encore qu'il dise qu'il s'était trompé sur moi. Je n'étais simplement plus prête à sacrifier mon respect de moi-même pour l'obtenir. Avec le financement sécurisé, Adrien et moi avons sauté le pas. Nous avons tous les deux quitté nos emplois pour nous concentrer sur Shilky à plein temps. Nous avons loué un petit bureau dans un espace d'incubateur de start-up, engagé un développeur à temps partiel pour accélérer la construction, et commencé à courtiser nos premiers clients bêta. Les 18 mois suivants ont été les plus intenses de ma vie. Les journées de 16 heures étaient la norme. J'ai déménagé dans un appartement encore moins cher pour étirer notre runway. J'ai appris les ventes, le marketing, la comptabilité, les ressources humaines, tous les aspects des affaires que mon père disait que j'ignorais. Chaque décision, chaque euro dépensé était scruté. La pression était immense, mais contrairement à la pression de mon père, c'était une pression avec un but. Nous construisions quelque chose de réel. Notre lancement bêta avec 15 petites entreprises s'est étonnamment bien passé. Les retours étaient positifs, les utilisateurs louant particulièrement l'interface intuitive qu'Adrien avait conçue. Nous avons corrigé les bugs, amélioré les fonctionnalités et préparé une sortie plus large. Patricia nous a présenté à son réseau de professionnels de la sécurité et de clients potentiels. Lentement, notre base d'utilisateurs a grandi. Au bout de 18 mois, nous avions plus de 300 clients payants, encore petits, mais en croissance régulière et générant assez de revenus pour prolonger notre runway. Puis est venu le moment qui a tout changé. Un blogueur technologique bien connu, spécialisé en cybersécurité, a testé Shilky et l'a qualifié de solution de sécurité que les petites entreprises attendent avec une technologie sophistiquée cachée derrière une interface que ma grand-mère pourrait utiliser. L'article a été repris par de plus grandes publications technologiques et, soudain, notre courbe de croissance n'était plus linéaire. Elle est devenue exponentielle. En 2 mois après cet article, nous avions plus de 2000 clients et générions assez de revenus pour embaucher 3 employés supplémentaires. 6 mois plus tard, nous avons atteint 10 000 clients et déménagé dans des bureaux plus grands. Adrien et moi ne faisions plus tout nous-mêmes. Nous avions une équipe de 15 personnes passionnées qui nous aidaient à construire notre vision. 1 an après l'article, nous avons atteint un jalon dont je n'avais fait que rêver, 1 million d'euros de revenus récurrents annuels. Shilky était passé de start-up en difficulté à entreprise viable, et l'industrie commençait à le remarquer. La première offre d'acquisition est arrivée un mardi matin.
J'étais en pleine réunion d'équipe quand mon téléphone a vibré avec un email du vice-président du développement commercial chez Data Fortress, l'une des plus grandes entreprises de sécurité d'entreprise au monde. Il voulait discuter d'opportunités stratégiques potentielles. J'ai montré l'email à Adrien après la réunion, essayant de contenir mon excitation. Ça pourrait n'être rien, non? Peut-être qu'ils veulent juste un partenariat. Les sourcils d'Adrien se sont levés. Ou ils veulent nous acheter. Data Fortress ne s'associe pas avec des entreprises de notre taille. Ils les acquièrent. La réunion a été fixée pour la semaine suivante à leur siège à San Francisco. Adrien et moi avons passé chaque moment libre à nous préparer, recherche de leurs acquisitions récentes, analyse des lacunes de leurs produits que Shilkey pourrait combler, et débat sur ce que notre entreprise pourrait valoir pour eux. Les bureaux de Data Fortress étaient tout ce que notre espace de start-up n'était pas, élégant, moderne, avec d'immenses fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la baie. Nous avons été escortés dans une salle de conférence où 4 cadres en costume parfaitement taillés nous attendaient. Nous suivons Shilkey avec intérêt, a commencé leur vice-président après de brèves présentations. Votre pénétration sur le marché des petites entreprises est impressionnante. Nous avons du mal à atteindre efficacement ce segment. Ce qui a suivi a été 2 heures de discussion détaillée sur notre technologie, notre base de clients et notre équipe. Ils ont posé des questions précises sur nos projections de croissance et le paysage concurrentiel. Nous avons répondu honnêtement mais stratégiquement, en mettant en avant nos forces sans révéler tous nos plans futurs. Enfin, le PDG nous a rejoints. Martin Green était connu pour avoir construit Data Fortress d'un petit cabinet de conseil en sécurité à une entreprise cotée en bourse valant des milliards. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Nous aimerions acquérir Shilkey, a-t-il déclaré simplement. Nous pensons que cela compléterait nos offres d'entreprise et nous donnerait accès à un segment de marché que nous n'avons pas réussi à capturer. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé une expression neutre. Nous ne cherchons pas activement une acquisition. Tout le monde a un prix, a-t-il répondu avec un léger sourire. Le nôtre est de 2 millions. Il m'a fallu toute ma maîtrise de moi pour ne pas réagir visiblement. 2 millions d'euros changeraient complètement ma vie. Je pourrais rembourser mes prêts étudiants, acheter une maison, avoir une sécurité financière que je n'avais jamais connue. Mais en regardant l'expression soigneusement neutre d'Adrien, je savais que nous pensions la même chose, ce n'était pas assez. Nous apprécions l'intérêt, ai-je dit prudemment. Mais nous pensons que Shilkey a une croissance significative devant elle. 2 millions ne reflètent pas notre valeur actuelle, encore moins notre potentiel futur. Martin a hoché la tête, pas surpris. Réfléchissez-y. L'offre tient pendant 2 semaines. Dans l'avion du retour vers Los Angeles, Adrien et moi avons disséqué chaque moment de la réunion. 2 millions, c'est insultant, a-t-il dit. Nous générons déjà près d'1 million en ARR, avec une croissance de plus de 20% par mois. J'étais d'accord. Mais le fait que Data Fortress s'intéresse à nous valide tout ce que nous avons construit. D'autres suivront. Adrien avait raison. Quelques jours après avoir refusé l'offre de Data Fortress, nous avons reçu des demandes de renseignements de 2 autres grandes entreprises de sécurité. Le bruit s'était répandu que nous étions sur le marché. Soudain, Shilkey n'était plus seulement une start-up prometteuse. C'était une cible d'acquisition précieuse. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon. Nous avons embauché un directeur des revenus avec de l'expérience dans le scaling d'entreprises de sécurité. Nous avons élargi notre équipe d'ingénierie pour accélérer notre feuille de route produit. Nous avons encore déménagé dans des bureaux pouvant accueillir notre personnel croissant, désormais au nombre de 35. Notre base de clients a dépassé 25 000 et notre chiffre d'affaires annuel a atteint 3 millions. Les analystes de l'industrie ont commencé à mentionner Shilkey comme une force disruptive sur le marché de la sécurité pour les petites entreprises. Nous avons été invités à parler lors de grandes conférences technologiques. Un magazine technologique réputé m'a incluse dans leur liste 30 Under 30 des jeunes entrepreneurs prometteurs. La prochaine offre d'acquisition est venue de SecureTech, le plus grand concurrent de Data Fortress. Leur offre initiale était de 8 millions, une amélioration significative, mais encore loin de refléter notre trajectoire de croissance. Après 2 rounds de négociation, ils sont montés à 12 millions. C'était tentant, très tentant, mais notre élan ne faisait qu'augmenter. Notre nouvelle fonctionnalité, le reporting de conformité automatisé pour diverses normes réglementaires,
suscitait un intérêt particulier de la part d'entreprises légèrement plus grandes que notre marché cible initial. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de notre potentiel, ai-je dit à Adrien alors que nous débattions de l'offre autour d'un plat à emporter tard le soir dans notre bureau. Si nous vendons maintenant, nous nous demanderons toujours ce qui aurait pu être. Il a hoché lentement la tête. Alors nous continuons à construire. Et nous avons construit. Notre équipe est passée à 50, puis à 70 personnes. Nous avons ouvert un petit bureau à New York pour mieux servir les clients de la côte Est. Nos revenus récurrents annuels ont dépassé 10 millions d'euros, un jalon qui semblait impossible seulement 2 ans plus tôt. La presse technologique a commencé à publier des profils sur notre entreprise, se concentrant souvent sur mon parcours personnel de diplômée à fondatrice réussie. Je donnais des interviews avec parcimonie, redirigeant toujours l'attention vers notre produit et notre équipe plutôt que vers mon histoire personnelle. Je n'ai jamais mentionné avoir été mise à la porte par mon père ni les difficultés des premiers mois. Cette douleur était encore trop personnelle pour être partagée publiquement. 3 ans après avoir été jeté hors de la maison de mon enfance, j'ai reçu un email qui a tout changé à nouveau. L'objet était simple, discussion d'acquisition. PrivacyGuard. PrivacyGuard était le géant incontesté de notre industrie, une entreprise cotée en bourse avec plus de 5 milliards de revenus annuels et le nom le plus respecté en matière de sécurité des données. Leur PDG voulait me rencontrer personnellement. La réunion a eu lieu à leur siège dans la Silicon Valley. Contrairement à la réunion avec Data Fortress, celle-ci a commencé avec le PDG lui-même, James Wilson, une figure légendaire de la tech qui avait construit PrivacyGuard d'une start-up à un leader de l'industrie. Je fais rarement ces réunions personnellement, a-t-il dit après que nous nous soyons assis dans son bureau étonnamment modeste. Mais j'ai suivi les progrès de Shilky avec intérêt. Vous avez accompli quelque chose de remarquable, rendre une sécurité de niveau entreprise accessible à des entreprises qui ne pouvaient auparavant ni se la permettre ni la gérer. Nous avons passé la première heure à discuter non pas des chiffres, mais de la vision, où nous voyons Shilky évoluer, comment nous pensions à l'avenir de la sécurité pour les petites entreprises, quels défis nous trouvions les plus pressants dans l'industrie. Nos philosophies s'alignent, a dit James enfin. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle j'ai demandé cette réunion. Nous voulons acquérir Shilky et en faire la division petites entreprises de PrivacyGuard. Vous et Adrien rejoindriez notre équipe exécutive, en dirigeant cette division avec des ressources nettement supérieures à celles dont vous disposez actuellement. J'ai jeté un coup d'œil à Adrien avant de demander, à quoi pensez-vous en termes de valorisation? James n'a pas hésité. 75 millions d'euros, 60 millions en liquide, 15 millions en actions PrivacyGuard avec un calendrier de vesting sur 3 ans pour vous et Adrien. Le chiffre m'a frappé comme une force physique. 75 millions. Après dilution des investisseurs et partage avec Adrien, je repartirai avec plus de 30 millions. De sans-abri à multimillionnaire en 3 ans. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire, ma voix plus stable que je ne l'étais. Bien sûr, prenez une semaine. Mais sachez que ce n'est pas seulement une question d'argent pour nous. Nous pensons que Shilky comble un vide crucial dans notre gamme de produits, et l'expertise de votre équipe serait inestimable alors que nous nous développons sur ce marché. Le vol de retour vers Los Angeles a été silencieux. Adrien et moi étions perdus dans nos pensées. L'ampleur de l'offre était difficile à assimiler. Nous avions construit Shilky de rien en quelque chose valorisé à 75 millions d'euros. Après de longues discussions avec notre conseil d'administration, nos avocats et entre nous, nous avons décidé d'accepter l'offre de PrivacyGuard. L'acquisition donnerait à notre technologie la portée et les ressources pour aider beaucoup plus d'entreprises que nous ne pourrions le faire seuls. Notre équipe resterait intacte, et Adrien et moi aurions l'opportunité de continuer à diriger notre vision, mais avec un soutien bien plus important. Le jour où l'acquisition a été finalisée, je me suis assis seul dans mon bureau après que tout le monde soit parti à la fête de célébration. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé ma part des procès de 32 millions d'euros après toutes les déductions à apparaître sur mon compte. Le chiffre semblait surréaliste, déconnecté de la réalité. J'ai repensé à la nuit où mon père m'avait dit de sortir et de rester dehors, à dormir sur le sol chez Tara, à la minuscule chambre avec le matelas par terre, à tous les dîners de ramen et aux soirées sociales manquées pour économiser chaque euro possible. Puis j'ai appelé un agent immobilier. Je suis intéressé par l'achat d'une maison à Malibu, ai-je dit. Mon budget est d'environ 30 millions d'euros. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers pour une villa moderne en verre et acier perchée sur une falaise surplombant l'océan Pacifique. 5 chambres,
cette salle de bain, une piscine à débordement qui semblait se fondre avec l'horizon, et des fenêtres du sol au plafond qui remplissaient chaque pièce de lumière et de vue sur l'océan. Le prix, 28 millions d'euros. C'était extravagant, peut-être irresponsable, définitivement plus de maison qu'il ne m'en fallait. Mais debout sur le balcon ce premier soir, en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la paix. J'avais prouvé à mon père qu'il avait tort de la manière la plus définitive possible. J'avais construit quelque chose de précieux. J'avais réussi selon mes propres termes. Et maintenant j'avais une maison où personne ne pourrait jamais me dire de partir. Le premier mois dans ma villa de Malibu ressemblait à vivre dans un rêve. Je me réveillais chaque matin avec le soleil qui entrait par les fenêtres du sol au plafond, l'immense bleu du Pacifique s'étendant jusqu'à l'horizon. La maison était presque comiquement grande pour une seule personne. Mes pas résonnaient dans des pièces vides remplies de meubles achetés à la hâte qui ressemblaient encore plus à une maison de décorateur qu'à un espace habité. J'ai engagé une femme de ménage, un jardinier et une assistante personnelle pour gérer les aspects pratiques de ma nouvelle vie. Quand la femme de ménage me demandait mes préférences pour les différentes pièces, je n'avais souvent pas de réponse. Je n'avais jamais eu le luxe des préférences auparavant. Seulement des nécessités et des compromis. Ce que vous pensez être le mieux est devenu ma réponse standard, ce qui la frustrait visiblement. Elle voulait des directives. J'étais encore en train de m'habituer à avoir des choix. La transition d'entrepreneuse débrouillarde à cadre riche est venue avec des défis inattendus. Chez Privacy Guard, je dirigeais une division de 100 employés avec un budget substantiel. Les gens se tournaient vers moi pour des décisions affectant des millions d'euros et d'innombrables clients. Je gérais ces responsabilités avec une confiance née d'avoir construit Shilky de rien. Mais dans ma vie personnelle, je me sentais étrangement à la dérive. La lutte constante qui avait défini mon existence depuis l'université avait soudain disparu. La nécessité de travailler 16 heures par jour, de suivre chaque euro, de prendre chaque décision avec la survie comme considération principale, tout cela s'était envolé du jour au lendemain. À la place, il y avait un vide que je ne savais pas comment combler. Adrien l'a remarqué pendant l'une de nos séances de stratégie au siège de Privacy Guard. « Tu sembles distraite ces derniers temps », a-t-il dit alors que nous prenions un café ensuite. « Tout va bien avec la nouvelle maison. »« La maison est incroyable », ai-je répondu automatiquement. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle est à moi. Il m'a étudié un moment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai soupiré, reconnaissante d'avoir un ami qui me connaissait assez bien pour voir au-delà de la surface. Je devrais être euphorique, non? J'ai tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais parfois je me réveille dans cette immense maison et elle me semble vide. As-tu parlé à ta famille de tout ça? A-t-il demandé prudemment. Il connaissait les grandes lignes de mon histoire, mais pas tous les détails. J'ai secoué la tête. Maman sait que je vais bien, mais pas les détails. Je n'ai pas parlé à mon père depuis la nuit où il m'a mise à la porte. Sa suggestion est restée dans mon esprit pendant des semaines. Je maintenais un contact minimal avec ma mère par des appels téléphoniques occasionnels, toujours brefs et centrés sur des mises à jour superficielles. Elle savait que Shilky avait réussi en termes généraux, mais pas pour l'acquisition ni pour ma nouvelle richesse. Je lui avais demandé de ne pas partager même ces détails limités avec mon père, bien que je soupçonne qu'elle l'ait fait. Jason m'avait contacté une fois peu après qu'une publication technologique ait publié un profil mentionnant la croissance rapide de Shilky. Son message était maladroitement congratulatoire, avec un sous-entendu de surprise qui suggérait qu'il avait partagé les doutes de notre père sur ma voix. J'avais répondu poliment mais brièvement. 3 mois après mon emménagement à Malibu, j'ai reçu un email inattendu de mon père. L'objet était simplement « Félicitations, Stéphanie ». Aucune excuse. Aucune reconnaissance de notre éloignement ou de son rôle dedans. Juste une note courte qui réussissait à être à la fois congratulatoire et exigeante. Classique Frank Blackwood. Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement pour lui faire ressentir une fraction du rejet qu'il m'avait infligé. Une autre partie, l'enfant blessé qui cherchait encore l'approbation, voulait répondre immédiatement, détailler chaque succès, chaque validation qui prouvait à quel point il avait eu tort. Au lieu de cela, j'ai transféré l'email à ma thérapeute, un autre luxe que ma nouvelle richesse m'offrait, avec une question simple, comment gérer ça? Le docteur Brennan m'aidait à traiter les émotions complexes entourant mes relations familiales et ma richesse soudaine.
Sa réponse était réfléchie, réfléchis à ce que tu veux d'une éventuelle reconnexion, la clôture, la réconciliation, la vindicte. Sois clair sur tes objectifs avant de décider. Que voulais-je? La question m'a consumé pendant des jours. La vengeance semblait mesquine. Une réconciliation complète semblait impossible vu la personnalité de mon père. Peut-être que la clôture était l'objectif le plus réaliste, une chance de redéfinir notre relation en termes plus adultes maintenant que je n'étais plus financièrement ni émotionnellement dépendante de son approbation. Après mûre réflexion, j'ai répondu « Merci pour les félicitations. Je serai à Denver le mois prochain pour une conférence et je pourrai dîner avec toi. Fais-moi savoir si cela convient à ton emploi du temps. » Le dîner a été organisé dans un restaurant chic du centre-ville, terrain neutre. J'ai pris l'avion pour Denver un jour plus tôt pour me préparer mentalement, en m'installant dans un hôtel de luxe plutôt que de rester dans la maison de mon enfance. Le message était subtil mais clair, j'étais maintenant une visiteuse, pas une fille cherchant à être réadmise dans la famille. Revoir mes parents après 3 ans était déstabilisant. Papa paraissait plus vieux, ses cheveux complètement gris, sa posture légèrement voûtée. Maman semblait plus petite d'une certaine façon, son sourire anxieux tandis qu'elle me serrait fort dans le hall du restaurant. Jason et Heather nous ont rejoints, ajoutant à l'atmosphère de réunion de famille qui semblait à la fois familière et totalement étrangère. « Tu as bonne mine », a dit papa alors que nous nous asseyions, ses yeux parcourant ma robe de créateur sur mesure et les signes subtils de richesse que je n'avais même pas réalisé avoir adoptés, la montre coûteuse, la posture confiante de quelqu'un qui ne craignait plus l'insécurité financière. « Merci », ai-je répondu. Le travail me tient occupé, mais je l'apprécie. La conversation qui a suivi était un chef-d'œuvre d'évitement émotionnel. Nous avons discuté de sujets sur le menu du restaurant, le skyline changeant de Denver, la récente promotion de Jason. Personne n'a mentionné la nuit où j'étais parti ni les années de silence qui avaient suivi. Jusqu'au dessert, quand papa s'est raclé la gorge et a adopté le ton autoritaire que je me rappelais des sermons de mon enfance. L'acquisition de ton entreprise était un bel accomplissement. 75 millions selon la presse économique. J'ai hoché la tête en maintenant le contact visuel. Oui, Shilky a grandi plus vite que nous l'avions anticipé. J'ai toujours su que tu avais cette sorte de détermination, a-t-il continué comme s'il réécrivait l'histoire. Ça vient de moi, je suppose. Cette volonté de réussir quoi qu'il arrive. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Jason est soudain devenu très intéressé par son cheesecake. Heather nous regardait avec de grands yeux. L'ancienne Stéphanie aurait laissé passer. Aurait accepté ce recadrage pour préserver la paix. Mais je n'étais plus cette personne. En réalité, ai-je dit calmement, j'ai réussi malgré qu'on m'ait répété que j'échouerais, que mes idées n'étaient pas pratiques, que je gaspillais mon potentiel. L'expression de papa s'est crispée. J'étais dur avec toi parce que je voulais que tu sois préparé au vrai monde. On dirait que ça a marché. C'est comme ça que tu t'en souviens, ai-je demandé d'une voix ferme. Parce que moi, je me souviens qu'on m'a dit de sortir et de rester dehors. Je me souviens de n'avoir nulle part où aller et presque rien à mon nom. Je me souviens d'avoir construit mon entreprise sans filet de sécurité parce que tu l'as retiré. La table est tombée dans le silence. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Jason fixait son assiette. C'était un malheureux malentendu, a dit papa d'un ton raide. Je n'ai jamais voulu. Ce n'était pas un malentendu, les jeux interrompus. C'était un moment décisif. Et même si je ne te remercie pas pour ça, je reconnais qu'il m'a forcé à compter entièrement sur moi-même. Donc, d'une certaine façon, tu avais raison. J'ai appris de ton exemple. J'ai appris exactement quel genre de parent, quel genre de personne je ne veux jamais être. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Merci pour le dîner. Maman, je t'appellerai demain. J'ai besoin de prendre l'air. Dehors, la fraîcheur de la soirée de Denver a aidé à calmer mon cœur qui battait la chamade. Je n'avais pas prévu d'être aussi direct, mais l'entendre tenter de s'approprier mon succès comme une validation de son éducation avait déclenché quelque chose de primal. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jason, ça a demandé du courage. Il avait besoin de l'entendre. Appelle-moi demain. Des larmes inattendues m'ont piqué les yeux. Peut-être que je n'étais pas aussi seul dans ma vision des choses que je le pensais. De retour à Malibu, la confrontation avec mon père a déclenché une cascade de répliques émotionnelles.
J'ai vécu ma première crise de panique dans mon salon palatial, haletant sur un canapé qui coûtait plus que mon salaire entier de la première année chez Secure Solutions. L'ironie ne m'a pas échappé, avoir tout ce pourquoi j'avais travaillé, et me sentir encore comme si je me noyais. Le docteur Brennan m'a aidé à reconnaître que le succès financier, bien que validant, n'avait pas guéri les blessures plus profondes de l'amour conditionnel et du rejet. L'approbation de ton père était la monnaie que tu recherchais toute ta vie, m'a-t-elle expliqué. Maintenant tu as une monnaie littérale au-delà de l'imagination, mais cette monnaie émotionnelle manque toujours. Cela crée une dissonance cognitive. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Il y avait des jours où le vide de ma belle maison semblait écrasant, d'autres où la vue sur l'océan me remplissait d'une paix et d'une gratitude authentique. Petit à petit, j'ai commencé à rendre l'espace vraiment mien, en remplaçant les meubles génériques par des pièces qui reflétaient mon goût personnel, en transformant l'une des chambres inutilisées en bureau à domicile où je pouvais travailler sur de nouvelles idées. J'ai créé la fondation Blackwood, axée sur le soutien aux jeunes femmes dans la technologie avec du mentorat et du financement de démarrage. La fondation donnait un but à ma richesse au-delà du confort personnel, me permettant de créer le système de soutien que j'aurais souhaité avoir pendant ces premiers jours difficiles. 6 mois après le dîner à Denver, ma mère est venue seule à Malibu. Voir sa réaction à ma maison, le bonheur sincère dans ses yeux pendant qu'elle explorait chaque pièce, m'a aidé à voir mon succès sous un angle différent, non pas comme une vindicte contre mon père, mais comme un accomplissement digne d'être célébré pour lui-même. J'ai toujours cru en toi, m'a-t-elle dit alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder le coucher de soleil, même quand je ne me suis pas opposée à ton père comme j'aurais dû le faire. J'espère que tu le sais. Je le sais, maman, ai-je répondu, surprise de réaliser que je le pensais vraiment. Ses manquements en tant que protectrice n'annulaient pas son amour, aussi compliqué fut-il par ses propres limites. Elle est restée une semaine de plus que nous n'en avions passé ensemble depuis que j'étais parti pour l'université. Pendant ce temps, nous avons commencé à reconstruire notre relation en tant qu'adultes, non plus mère et fille dépendantes, mais 2 femmes avec une histoire partagée et une affection réelle. Jason et moi nous sommes aussi reconnectés. Notre relation adulte était plus saine que notre dynamique compétitive d'enfance. Il est venu avec Heather et leur fils nouveau-né, mon neveu Thomas. En tenant ce petit être humain, j'ai ressenti une détermination farouche, il ne connaîtrait jamais l'amour conditionnel qui avait marqué mon enfance. Mon père est resté la relation la plus compliquée de ma vie. Après plusieurs tentatives tendues de réconciliation, nous nous sommes installés dans une connexion distante mais civilisée. Il ne s'est jamais excusé de m'avoir mise à la porte. J'ai accepté qu'il ne le ferait probablement jamais, mais il a fait de petits gestes de reconnaissance, un article sur EdSecure envoyé par courrier, un email me félicitant pour un prix de l'industrie. Des interactions superficielles qui reconnaissaient mon existence sans franchir les murs émotionnels entre nous. Le dernier Noël, j'ai invité toute ma famille à Malibu, la première fois que j'organisais une fête familiale. Papa a accepté, ce qui a surpris tout le monde, y compris lui-même peut-être. La visite a été parfois maladroite, mais elle a aussi révélé des aperçus de l'homme au-delà du patriarche sévère avec lequel j'avais grandi. En le regardant jouer avec les enfants de Jason sur la plage, j'ai vu une douceur momentanée que j'avais rarement observée dans mon enfance. Ta maison est vraiment quelque chose, m'a-t-il dit le dernier soir alors que nous étions sur le balcon après que tout le monde soit allé se coucher. Tu t'en es bien sorti. Merci, ai-je répondu, acceptant la chose la plus proche d'une approbation qu'il pouvait offrir. Je pense toujours que l'école de commerce aurait été un chemin plus direct, a-t-il ajouté, incapable de résister à une petite critique. J'ai souri, désormais plus blessé par son incapacité à embrasser pleinement mes choix. Peut-être, mais c'était mon chemin. Il a hoché la tête et nous sommes restés silencieux, regardant le clair de lune sur l'océan, pas réconciliés, pas guéris, mais en paix avec nos différences d'une manière qui aurait semblé impossible 5 ans plus tôt. L'un des aspects les plus significatifs de mon parcours a été l'opportunité de mentorer de jeunes femmes confrontées à des pressions familiales similaires autour de leur choix de carrière. À travers la fondation Blackwood, j'ai travaillé avec des dizaines d'entrepreneuses en herbe, en leur offrant non seulement du financement, mais le soutien émotionnel et la validation qui me manquaient à leur stade. Lily Ramirez, notre première bénéficiaire de bourse, a récemment vendu son application de santé à une grande entreprise de technologie médicale. Lors du dîner de célébration, elle a porté un toast qui m'a fait monter les larmes aux yeux. À Stéphanie, qui a cru en moi quand ma propre famille disait que la tech n'était pas pour les filles d'Istla. Tu n'as pas seulement financé mon entreprise.
Tu m'as montré ce qui était possible en le vivant toi-même. Ces mots cristallisent quelque chose que j'ai fini par comprendre, notre plus grand impact vient souvent non pas de nos accomplissements directs, mais de la façon dont ils créent des possibilités dans l'esprit des autres. Le mois dernier, j'ai visité la tombe de grand-mère Lilian à Denver pour la première fois depuis ses funérailles. J'ai apporté des roses jaunes, ses préférées, et je me suis assise à côté de la simple pierre tombale pendant plus d'1 heure. Je lui ai parlé de la villa, d'Ed Secure, de Michael et de la fondation. Je l'ai remercié pour l'ordinateur qui a tout commencé, mais surtout pour avoir été la seule personne qui m'a vu clairement quand je ne pouvais pas encore me voir moi-même. Tu avais raison, ai-je murmuré avant de partir. J'ai bien construit quelque chose de merveilleux. Les leçons de mon parcours continuent de se révéler chaque jour. J'ai appris que la résilience n'est pas seulement survivre aux difficultés, mais conserver son moi profond à travers les luttes comme les succès. Que la vraie richesse ne se mesure pas en mètres carrés ou en solde bancaire, mais dans les relations qui célèbrent ton moi authentique. Que parfois les personnes qui devraient t'aimer le plus échouent spectaculairement, et que cela parle de leurs limites, pas de ta valeur. Et surtout, j'ai appris qu'être mise à la porte et ordonné de rester dehors, aussi dévastateur que cela ait été sur le moment, m'a forcé à trouver mon propre chemin de façon que le confort n'aurait jamais permise. La villa n'est pas une victoire sur le rejet de mon père. C'est un témoignage de la force que j'ai trouvée quand ce rejet m'a poussé à compter entièrement sur moi-même. La vue depuis ma terrasse me coupe encore le souffle, surtout au lever du soleil quand tout l'océan semble illuminé de l'intérieur. Mais maintenant je comprends que la paix que je ressens en regardant ces levers de soleil ne vient pas de ce que je possède, mais de qui je suis devenu, quelqu'un qui croit enfin en sa propre valeur, indépendamment de la validation ou des critiques extérieures. S'il y a un message que je pourrais partager avec quiconque affronte un rejet ou des blessures familiales semblables aux miennes, c'est celui-ci: les personnes qui ne voient pas ta valeur ne déterminent pas ta valeur. Leurs limites ne sont pas ton destin. Le chemin vers l'avant peut être plus dur sans leur soutien, mais la force que tu développeras en comptant sur toi-même te portera plus loin que leur approbation ne l'aurait jamais fait. La vie contiendra toujours à la fois de la douleur et de la beauté. La vraie résilience n'est pas d'éviter la douleur. C'est d'apprendre à construire une vie significative qui englobe les deux, en utilisant même les blessures les plus profondes comme pierre de fondation pour quelque chose d'authentique et de porteur de sens. As-tu déjà vécu un rejet qui t'a finalement poussé vers quelque chose de mieux, ou trouvé en toi une force que tu ne savais pas exister jusqu'à ce que les circonstances t'obligent à la découvrir? Partage ton histoire en commentaire ci-dessous. Nos parcours collectifs de résilience peuvent inspirer d'autres personnes qui se trouvent peut-être en ce moment dans cette douloureuse étape d'être mises à la porte. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne pour plus d'histoires de transformation, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que ses difficultés actuelles pourraient être la fondation de sa force future. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi, parfois la porte qui se ferme derrière toi ouvre la voie vers une vue que tu n'aurais jamais imaginée possible. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.